Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et qui combattait la réalisation du programme, et on a même raconté des choses du genre, tout ce que je faisais allait empêcher à la Banque mondiale de venir financer les programmes. Mais laissez-moi vous dire tout de suite que même au moment où nous parlons, le ministère de l'EPST n'a pas de données statistiques chiffrées, fiables, qui puissent permettre même à la Banque mondiale de venir immédiatement injecter les fonds. Au contraire, même si la Banque mondiale venait, je crois que ça doit être en avril ou juin de cette année, on devra commencer par établir les données statistiques avant qu'elle puisse, n'est-ce pas, apporter sa contribution. Et cette activité, ou ma démarche, permet effectivement d'assainir les secteurs de l'EPST pour permettre la rationalisation des ressources afin que la gratuité soit non seulement effective mais pérenne, mais pour qu'on puisse aussi offrir à nos enfants un meilleur avenir. On a toujours raconté comment le pays est riche, mais au moins avec la gratuité, les enfants peuvent réaliser qu'ils étudient gratuitement parce que le pays a des richesses et est capable de supporter leur avenir. J'ai entendu dire également, soutenu par le premier vice de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboun, président de mon parti, ainsi que l'ancien ministre de l'EPSP, Maker Mwang. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne réfléchis pas par procuration, je n'agis pas également par procuration. J'ai un certain nombre de dossiers que je suis en train de suivre, notamment la vallée de la Funa, où on est en train de spolier ces terrains-là, les marchés Matalikibala, mais personne ne m'a dit qu'il y avait quelqu'un derrière. Et au moment où je vous parle, il y a des ministres sur ces dossiers-là, à qui on a adressé des correspondances, qui n'ont pas réagi. Mais demain, lorsqu'on prendra la tangente sur eux, on dirait également qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de... Comme si, en tant que député national, je ne suis pas capable de réfléchir sur une voie et l'amener à bon port, sans être influencé. Encore que Maker Mwango, qui est député, je n'ai jamais eu même 10 minutes avec lui, même dans un restaurant, ou même debout à l'Assemblée nationale, en train d'échanger. À part bonjour, le reste, je ne sais pas. Je ne sais même pas à quel moment on s'est réunis autour de ça. Le président de mon parti, jamais j'ai reçu des instructions dans le cadre de ces dossiers qu'il faut aller mener telle action pour aller nuire tel ou tel autre ministre. Ce sont des faux fuyants. Au lieu de répondre aux vraies questions qui sont posées, on cherche des faux fuyants pour chercher des arguments politiques et politiser la chose. Pourtant, la gratuité de l'enseignement profite premièrement à nos enfants. De 6 à 11 ans, aucun enfant n'est membre d'un parti politique. Mais tous les enfants qui profitent de la gratuité viennent du FCC, du CACH, de la MOUCA, de la société civile. Donc cette histoire de gratuité ne peut même pas être politisée. Les enseignants qui enseignent, ils sont pris en charge, non pas parce qu'ils sont membres de telle ou telle formation politique, mais tout simplement parce qu'ils sont professionnels de la craie blanche, ils donnent une formation aux enfants et méritent d'être soutenus. Cette question ne peut pas être politisée. Alors, je ne peux pas comprendre qu'un député national qui agit dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. Quand vous prenez l'article 100 de la Constitution, il est clair. Le député a pour mission de légiférer, contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements publics et les services publics. Mais lorsque un député national entreprend une démarche, même si ça concerne un ministère, le ministre n'a pas le droit de passer dans les médias et entraîner ou payer un certain nombre de personnes qui s'appellent communicateurs pour commencer à raconter des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, si je suis obligé de faire ces points de presse, c'est à cause, évidemment, de ces points de presse.
un collègue député qui a approché le ministre lui a posé la question, mais si le point de presse est tenu, c'est à cause des gens que vous avez déployés dans les médias. Le ministre n'a pas reconnu, il a dit, mais c'est leur propre initiative. Il n'a envoyé personne. Alors, quand vous n'envoyez personne, qu'est-ce que vous faites? Ils prennent fait et cause pour vous et vous ne dites rien. Donc, vous allez endosser la responsabilité. Alors, mes chers amis, ceux qui me connaissent savent que si je m'engage sur un dossier, c'est que j'ai toutes les informations nécessaires. Depuis que ces communicateurs avaient pris d'assaut les médias, les réseaux sociaux, pour commencer à vilipender cette action, ça a donné un effet contraire. L'effet contraire, c'était lequel? J'ai commencé à recevoir des informations de partout. Je peux vous dire que j'ai eu des appels de Aru, de l'Ituri, au Bas-Congo. J'ai eu des informations dans les Bandundu, à l'Équateur, dans les Kasaï. J'ai eu des informations de partout. Et au moment où je vous parle, j'ai toutes les informations que même les ministres, j'imagine, n'a pas encore. Même dans les recherches, j'ai même constaté qu'il y a des situations qui existent avant même que Bakonga ne soit nommé à la tête de ces ministères. Je me demande d'ailleurs pourquoi il prend fait et cause. Des fois même des situations qui sont antérieures à son entrée en fonction. Tout ce que nous cherchons, c'est d'assainir ces secteurs-là pour que le programme de la gratuité de l'enseignement soit effectif. Quelqu'un a raconté, un des communicateurs, non, il a besoin d'argent, tout ça, il va se retirer. Je vous assure, tout ce que vous voyez là, ce n'est qu'une partie des éléments du dossier que j'ai pu réunir sur cette affaire. C'est pour vous dire que vous devez me prendre au sérieux et prendre cette affaire au sérieux. Vous pouvez vous imaginer que dans ce que je reproche au ministre de l'EPST, il y a des décisions qui mettent en mal la gratuité de l'enseignement, mais il y a également des actes frauduleux, les faux usages des faux et des détournements pour lesquels j'ai saisi le procureur général. Mais à part le procureur général, j'ai également le même jour saisi le Premier ministre pour lui demander d'annuler cette série d'arrêtés pris par les ministres de l'EPST qui mettent en mal la gratuité de l'enseignement, à tout le moins suspendre d'abord leur mise en œuvre en attendant l'issue des enquêtes. J'attends la réponse du Premier ministre. J'ai également saisi la présidente de l'Assemblée nationale, subsidiairement à ma question écrite, pour lui demander de mettre en place une commission parlementaire pour enquêter sur tous ces faits. Avec l'ampleur des informations que j'ai, j'imagine que la commission parlementaire ne suffira pas. Il nous faut une commission interinstitutionnelle qui va impliquer presque toutes les institutions, la présidence, le gouvernement, l'Assemblée nationale et même la justice, pour que la lumière soit faite une fois pour toutes et que ce secteur soit totalement assaini. Je vais vous donner quelques informations pour vous montrer que tout ce que nous disons, nous ne sommes pas en train de spéculer. En ce qui concerne des décisions qui mettent en mal les principes de la gratuité de l'enseignement, je vous informe, il y a ceux qui le savent d'ailleurs, que le ministre a pris un arrêté pour créer 10 provinces éducationnelles qui ramènent le nombre de 48 à 58. Déjà, on avait 48 provinces éducationnelles. Il en ajoute 10, on est à 58. Même à l'époque où l'ancien ministre qui l'avait précédé avait ramené de 30 à 48, il avait ajouté 18 provinces éducationnelles. On avait estimé par les experts du secteur que c'était de trop. Mais là, il ramène de 48 à 58. Pourquoi cette décision met en mal la mise en œuvre de la gratuité? Parce que ça vient alourdir le budget qui est alloué à la gratuité de l'enseignement. On a besoin de ressources financières pour que ces programmes soient réels, réalistes et puis même pérennes. Mais avec tout ça, il est difficile de réaliser. On peut même commencer à connaître dans les jours qui suivent des grèves parce qu'on n'aura pas assez de ressources. Parce que la création d'une seule province éducationnelle entraîne un certain nombre de conséquences. D'abord, dans une province éducationnelle,
vous avez une direction provinciale de Sekopé, vous avez l'inspection provinciale de contrôle, vous avez l'administration, donc Proved, et chaque service comprend en son sein au moins 90 personnes. Et quand vous prenez 90 personnes, multiplié par 3 de ces services, multiplié par 10, vous avez 2700 personnes qui viennent s'ajouter sur les 12 960 agents qui existaient avec les 48 Proved. Et là, c'est juste pour les bureaux gestionnaires. On ne parle pas d'enseignants. On ne parle pas encore d'enseignants. Donc on vient alourdir les budgets juste avec des personnels administratifs, des bureaux de gestionnaires, mais les professionnels de la CRE est encore isolé parce que tout ce qu'il y a comme budget va se diluer dans les bureaux gestionnaires et l'enseignant ne touchera rien. Et quand vous prenez un salaire minimum de 200 $, vous les multipliez par 2700 personnes, ça vous donne 500 000 $ qu'on pouvait épargner. En francs, on est à 918 millions de francs. Et chaque service créé par une province éducationnelle a besoin au moins de 500 000 francs pour les frais de fonctionnement par province. Quand vous multipliez par 10, vous êtes à 5 millions. Vous prenez l'IPP qui a besoin d'au moins 450 000 francs par mois pour les frais de fonctionnement. Vous multipliez par 10, on est à 4 600 000. Et vous prenez les Sekopé. C'est là qu'il y a des grands problèmes, des graves révélations au niveau de Sekopé. Les frais de fonctionnement pour les Sekopé, les services de contrôle et de paye, c'est 11 millions de francs par mois. Ça, c'est les frais de fonctionnement. 11 millions. Mais renseignez-vous, au Sekopé, là, les gens ne font rien. D'abord, les experts m'ont révélé qu'on a besoin même juste de 10 ou 15 personnes au maximum. Ça suffit. Mais au Sekopé, je vais vous donner les chiffres tout à l'heure, toutes les personnes qui œuvrent au sein du Sekopé touchent des salaires, on peut me dire 4 fois supérieurs à celui qui enseigne réellement sur terrain. Et vous avez au ministère de l'EPST à peu près 50 directeurs qui sont payés pas seulement par le trésor public, mais même au titre de Sekopé parce que les salaires là-bas sont faraminés. C'est comme ça que je ne suis pas surpris de voir qu'un directeur de Sekopé, un service public, qui se permet de tenir un point de presse pour répondre à un élu du peuple. Un député national n'a pas le président de la République, le député national est élu au suffrage universel direct. J'ai bénéficié de la confiance du peuple, j'ai été en contact avec la base dans nos circonscriptions, on a été dans les fins fonds de nos circonscriptions pour solliciter la confiance. Et on a passé un contrat avec nos électeurs qui ont investi en nous cette confiance-là pour nous demander d'aller travailler correctement et ne pas faire comme les autres. Mais un service public qui est placé sous le contrôle d'un député national qui fait juste une dénonciation et le directeur de ce service-là se permet, au lieu de répondre ou même d'attendre, c'est une dénonciation qui est faite, attendre que le procureur général qui va apprécier qui il peut inviter dans le cadre des enquêtes pour apporter les réponses ou des informations dont il aura besoin. Donc, jusque-là, personne n'est invité, personne n'est inculpé, mais c'est tout le monde qui s'agite, c'est tout le monde qui commence à répondre. Le directeur de Sekopé s'est permis de faire un point de presse pour me répondre. Ce qui est inadmissible à un élu du peuple, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, on ne répond pas comme ça. Je comprends parce que au Sekopé, ils ont des frais de fonctionnement qu'on ne reconnaît jamais à un député national. Au Sekopé, ils touchent peut-être même mieux que les députés nationaux. C'est comme ça que ça a donné à ces directeurs toute cette arrogance. Alors, vous allez prendre toutes ces 10 provinces éducationnelles, quand vous faites ce que ça demande en termes de coûts, et puis vous associez le fait qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il faut chercher des locaux pour ça, soit il faut louer ou acheter, il faut chercher les meubles des bureaux, ainsi de suite. Toutes ces infrastructures-là vont nécessiter encore des fonds qui viendront encore alourdir les budgets. Je me suis renseigné chez les experts dans les domaines, ils m'ont dit, même avec 30 provinces éducationnelles, on peut gérer la situation. Pourquoi créer d'autres provinces éducationnelles?
c'est pour trouver des places pour caser les membres de certains partis politiques. Ce que j'ai dit, j'assume, parce que j'ai des informations. Quand vous prenez même les directeurs provinciaux, en tout cas des sous-provinces, des provinces, on va vous dire qu'à un moment donné, quand on a lancé la gratuité, les missions qui étaient allées à l'intérieur ont commencé, c'est-à-dire quelqu'un à partir de Kinshasa, il appelle un directeur en province pour lui dicter des noms afin d'ajouter sur les listes. De manière à ce qu'à ce jour, quand on a lancé la gratuité de l'enseignement, il y avait 68 000 nouvelles unités qui étaient connues officiellement. Et d'ailleurs, même si on le dit que c'était officiel, mais déjà dans les 68 000 là, il y avait déjà des fictifs. Des fictifs, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas professionnels de la craie blanche, ils n'enseignent pas, mais on a juste mis les noms pour qu'à la fin de chaque mois, qu'il aille recevoir 750 000 francs à la banque. Alors, on est allé de 68 000 à plus de 500 000 nouvelles unités. Alors, quand vous prenez 500 000 nouvelles, 68 moins 520 000, faites les calculs, 500 000 agents moins 68. Alors, vous voyez le nombre de nouvelles unités qu'on a ajoutées, multipliées par leur salaire. Je peux vous assurer qu'il est difficile de réussir la gratuité dans ces conditions. Et pourtant, je peux même prendre le risque de l'affirmer, que si on peut assainir ce secteur, rien qu'avec nos propres ressources, sans attendre les bailleurs de fonds, nous pouvons financer la gratuité nous-mêmes. Mais le problème, c'est que si vous avez par exemple 100 enseignants et personnels confondus, vous avez peut-être 20% d'enseignants, 80% c'est des personnes qui sont dans les bureaux gestionnaires, qui viennent juste alourdir les budgets. Au niveau de ces copés, vous avez, d'après l'organigramme, 30 agents suffiraient. Mais officiellement, on est à 55. Mais quand vous prenez les listings des pays, j'ai des preuves. Tout celui qui doute, je vais lui balancer tout ça à la figure, il va voir. J'ai tout ce que j'affirme, il y a des preuves. Et vous allez voir. Sur les listings, alors qu'on reconnaît 55 agents au niveau de ces copés, mais sur les listings, 121 agents apparaissent. Mais d'où viennent d'autres qui touchent au moins un salaire minimum de 750 000. Je me dis, ça ne sert à rien de rester à l'Assemblée nationale. Si ça continue, mieux vaut aller au CECOPE. Faire comme tout le monde. Vous avez des directeurs qui sont payés comme agents de CECOPE parce que c'est là qu'il y a l'argent. La problématique des écoles fictives. Vous avez un arrêté ministériel qui est dupliqué sur plusieurs écoles. Par exemple, la référence d'un arrêté qui a créé une école, ce même arrêté peut être repris 3, 4, 5, 10 fois, soit disant il a créé une autre école, alors qu'en réalité c'est un faux arrêté. Et il y a aussi des arrêtés qui créent une école, mais quand vous descendez sur place, cette école-là n'existe pas. Et pourtant, une école fictive suppose qu'il y a des enseignants fictifs qui sont payés. Une école fictive suppose qu'il y a des frais de fonctionnement fictifs qui sont payés. Il y a des bureaux gestionnaires au sein desquels œuvrent un certain nombre de personnes qui sont mieux payées, mais qui sont fictifs, et c'est de l'argent qui se volatilise. Pour la problématique des faux arrêtés, j'ai toutes les données de toutes les provinces. Quand vous voyez par exemple un tableau comme ça, partout où il y a les rouges, on indique les faux arrêtés. Là où il y a les verts, ce sont les vrais arrêtés. Et ça, c'est pour toutes les provinces de notre pays. Donc c'est pour vous dire que ce travail mérite une commission interinstitutionnelle pour faire un grand travail de toilettage. Et je sais que c'est un grand travail. Vous avez une autre problématique, c'est celle des écoles privées. Mais certaines écoles privées, j'ai des preuves, qui sont reprises sur la liste des écoles conventionnées. Soit catholiques, soit kimbanguistes, soit protestantes, mais une école privée. Vous prenez certains enseignants des écoles privées qui sont alignés sur les listings comme s'ils étaient enseignants des établissements publics. Nous avons des éléments. C'est comme ça que tous ceux qui passent à la télé, là, communicateurs, ils vont faire de la politique, alors que nous sommes devant un dossier qui est sérieux, pour lequel l'avenir de nos enfants en dépend. Donc les communicateurs, je crois qu'ils peuvent continuer. Maintenant, au point où on est arrivé,
c'est à cause de leur imprudence qu'on est obligé de faire certains recadrages et même certaines décisions qui sont monnayées. Il y a eu permutation des inspecteurs des IPP, parce que soit il y a un règlement des comptes, soit il y a quelqu'un qui a payé de l'argent, soit on veut positionner quelqu'un dans un parti politique. Et tout ça, ça crée des problèmes. Vous avez certaines écoles privées également qui sont, comme je l'ai dit ici, considérées comme des écoles publiques et qui exigent même les frais de fonctionnement. J'ai la documentation, j'ai les éléments. Si le ministre n'en a pas, il pouvait m'approcher quand j'ai déposé la dénonciation, alors que le député ne fait que son travail, de lui répondre ou de lui envoyer des gens pour commencer à lui répondre. Ça, je ne cesserai de le dire. On peut même assimiler ça à un outrage au Parlement, parce que le député a le pouvoir de contrôle du gouvernement, pas seulement individuellement, mais même collectivement, comme on le fait à l'Assemblée nationale, on peut le faire dans le cadre d'une commission, mais même individuellement, ça peut se faire. Tout cela, c'est parce qu'à un moment donné, on ne sait pas toujours savoir quelle est la place des députés dans la hiérarchie de nos institutions. Quand vous prenez l'article 68, je crois que c'est important de le rappeler, pour que prochainement, tous ces communicateurs-là ne passent plus. L'article 68 de la Constitution est que les institutions de la République sont le président de la République, 1. 2. Le Parlement. 3. Le gouvernement. C'est pour dire que le Parlement vient avant. Le Parlement vient avant le gouvernement, donc les députés viennent avant les ministres. Il arrive des fois même dans des cérémonies, vous arrivez comme ça, on vous demande de vous lever parce qu'il y a un ministre qui arrive. Vous arrivez, on dit le député, il n'y a pas de place, on vous demande de vous débrouiller. Vous arrivez, on vous dit non, il y a un conseiller du... L'institution, c'est le président de la République. C'est même pas, on n'a pas dit conseiller. Et vous arrivez comme ça, on vous demande de vous lever. Il y a même des ministres, vous lancez une question écrite et c'est un directeur de cabinet qui dit « Honorable, je vais vous voir dans mon bureau ». À un directeur, j'ai dit « Je ne vais pas vous répondre, mais soyez sûr que je ne viendrai pas. Parce que je ne peux pas venir vous répondre. Je vais répondre à un directeur, pourquoi? Moi, j'ai écrit au ministre, j'attends la réponse. Je ne dis pas que tous les ministres sont comme ça. Il y a aussi des bons ministres. Si on commence à citer les noms, on va dire on a fait la publicité. Mais quand il y a des choses qui marchent, dans le cadre du dossier de la vallée de la Funa, j'ai écrit à un ministre de l'urbanisme Habitat, puis Soumabilou. Et quand il a reçu ma lettre, il m'a appelé. Honorable, vous pouvez venir, j'ai besoin d'échanger avec vous sur ce dossier-là. J'ai répondu, on a examiné, il a pris l'engagement de venir sur le terrain palper du doigt. Le ministre est descendu. Et après sa descente, j'avais même oublié 2 semaines après, le ministre m'appelle, honorable, si vous pouvez venir voir l'évolution du dossier, comment on évolue. Voilà quelqu'un qui a compris ce qu'est un député, parce que lui-même a été plusieurs fois député, il sait ce que le député représente. D'abord, à moi-même là, comme je suis assis là, je représente plus de 80 millions de Congolais, je suis député national. Alors vous trouvez quelqu'un qui est nommé par un arrêté ministériel au service de se couper, qui fait un point de presse pour répondre et défier 80 millions de Congolais à travers un député. C'est ce qu'il faut fustiger. J'ai rencontré tout le monde, et si j'ai rencontré les ministres. Mais je vous ai dit ici que la première des choses que j'ai faites, avant même de déposer une question écrite, c'est d'avoir rencontré les ministres. Et je n'étais pas seul. J'étais accompagné de 2 collègues députés, je ne vais pas citer leur nom ici. Ils sont témoins. J'ai rencontré le ministre dans son bureau, on a échangé. Et il a pris un certain nombre d'engagements, qu'il ferait ceci, il ferait cela. Nous, on lui a fait confiance, on est parti. C'est 2 semaines après qu'il nous a balancé toutes ces décisions-là. Un peu pour dire non, tous ces petits députés ici, des mendiants, ils viennent. Non, mais attention. Je crois que ce ne serait pas de l'orgueil. Même après 5 ans, si le peuple ne renouvelle pas mon mandat, parce que je n'ai pas bien travaillé, je ne suis pas politicien, je suis un homme politique. La politique, ce n'est pas un gagne-pain, ce n'est pas un métier, c'est une charge à un service. On ne peut pas se cramponner à transporter une charge. Si on ne renouvelle pas mon mandat, je rentre dans l'enseignement, je rentre au barreau. Mais tant que j'ai ces 5 ans-là, les mandats que je dois les justifier et je vais travailler. J'ai rencontré les ministres, mais après notre départ, il s'est dit je m'en fous, il a fait ce qu'il a fait. C'est comme ça que je vous dis, il y a des ministres aujourd'hui
qui se considère toujours comme supérieur aux députés. Peut-être il roule avec tout un bataillon de policiers, il a un certain nombre d'avantages, peut-être que le député n'a pas. Il oublie que le député est au-dessus de lui. Je crois que par ça, tous les membres du gouvernement doivent comprendre qu'il y a une épée de Damoclès qui pèse sur eux, c'est le député national. Et il faudrait que ce respect-là soit toujours rappelé. J'ai donné l'exemple des ministres, il y a des bons, ils vous reçoivent. Il y en a d'autres, vous les rencontrez au couloir, j'ai vu un collègue se plaindre qu'il rencontre les ministres au couloir, lui dit, mais vous êtes venu ici comment? Moi je ne vous attendais pas. Mais quand vous voyez un député venir, je connais des ministres, quand vous arrivez, même s'il a des gens à l'intérieur, dit, ça c'est d'abord un élu du peuple. C'est comme si ces 80 millions de Congolais qui étaient venus, il les reçoit d'abord, avant tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y a chez d'autres, ce n'est pas de l'acharnement sur les membres du gouvernement. On rappelle seulement que le député a été élu. Il a une confiance du peuple. Mais le ministre a bénéficié de la confiance du président de la République. On vous a nommé, mais ils ne doivent pas oublier cette hiérarchie institutionnelle. Je l'avais donc vu, et le reste, il n'a pas suivi. Je crois qu'avec ce qui se passe, il est possible, si il a besoin des informations que je détiens et qu'il prenne l'engagement de corriger des choses dans son secteur, je lui ferai parvenir. Je lui donnerai des informations que peut-être il n'a pas. Vous voyez des choses, vous pouvez être ministre, vous avez des collaborateurs qui vous amènent sur des pistes parce que c'est eux qui sont responsables d'un certain nombre de méfaits. Ils empêchent que vous ayez la vraie information. S'il a besoin vraiment de ces informations, on va mettre ça à sa disposition. Alors, si ma démarche ne menace pas les programmes de la gratuité, non, au contraire. Avec les informations que je détiens, au regard des mesures prises par les ministres tous ces jours, nous allons tout droit vers les murs. Ce que je fais, c'est pour déjà attirer l'attention, pour qu'on change d'itinéraire, qu'on change de destination, qu'on prenne des mesures d'encadrement pour éviter l'échec de ces programmes. J'ai dit ici par rapport à la Banque mondiale, vous savez qu'avant que cet organisme, cette institution financière internationale ne vienne injecter des fonds ici, il faut lui présenter des données statistiques chiffrées. Par exemple, on a autant d'écoles sont conçues en matériaux durables, la géolocalisation de ces écoles-là, si ces écoles-là sont équipées, on a combien d'enseignants, toutes ces données-là, je crois que chez nous c'est flottant, surtout quand on apprend qu'on veut financer, et ça arrive comme ça. Nous devons d'abord assainir nous-mêmes les secteurs avant que ces bailleurs de fonds ne viennent. Voilà, il n'y a pas de commentaire à faire, l'affaire continue et je crois que nous allons aboutir à un dénouement beaucoup plus pacifique. Tout ça, c'est pour l'intérêt de nos enfants, l'intérêt de l'éducation en République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité, je vous retrouve au prochain numéro de Votre Opinion. Au revoir.